Donc maintenant, c'est Nicolas Bernard qui nous accueille aussi aujourd'hui, qui est professeur à l'UCL, qui va nous parler du coopérateur habitant dans son rapport au logement. Nicolas, tu as 20 minutes. Voilà, merci Madame la Présidente de séance, bonjour à tous. On parle des coopératives d'habitants, donc l'objet est de fournir un habitat et la question doit maintenant se poser du rapport du coopérateur par rapport donc à son logement, parce que la coopérative d'habitants est une coopérative d'un type évidemment particulier et il faut tout de suite lever un malentendu. Si l'objectif du coopérateur est d'avoir la propriété, d'avoir la pleine maîtrise sur son logement, de pouvoir le transformer, de pouvoir y faire tous les travaux qu'il veut, de pouvoir le faire fructifier, le revendre en empochant une belle plus-value ou le transmettre à ses enfants, eh bien, si tel est votre objectif, qui est louable par ailleurs, surtout n'empruntez pas la voie de la coopérative. C'est clair, c'est tout ce que la coopérative n'est pas. Si, à l'inverse, le but n'est pas d'acquérir la propriété, mais peut-être de se loger à moindre frais, si vous voulez bénéficier d'une stabilité de location supérieure à celle que peut offrir la location, si vous voulez vous inscrire dans un projet collectif qui est géré démocratiquement, si vous voulez brider la spéculation en veillant à l'accessibilité financière des suivants, si vous voulez par ailleurs récupérer un certain capital à la sortie, eh bien alors la coopérative peut faire sens pour vous. Alors voilà, maintenant que j'ai expliqué ce que la coopérative ne fournissait pas, n'était pas, on va rentrer donc dans le détail des droits liés au logement par rapport à la coopérative. Alors, deux volets dans mon exposé. D'abord, le droit de propriété. On entend parfois que le coopérateur est propriétaire. Est-ce que c'est vrai? Qui, au fond, est propriétaire dans une coopérative? Et puis, on va voir plus spécifiquement les droits d'occupation du coopérateur. Alors, d'abord, le droit de propriété. Et là, c'est clair que il y a bien un propriétaire dans une coopérative, mais ce n'est pas le coopérateur, c'est la coopérative qui est propriétaire du bien immobilier qu'elle aura acheté ou construit. Donc les habitants ne sont pas propriétaires et donc il y a déjà ici un hiatus entre la perception qu'on peut avoir de la coopérative et la réalité juridique. Alors évidemment, c'est grâce aux apports des coopérateurs que la coopérative aura construit et ou acheté, mais ça ne fait pas pour autant du coopérateur un propriétaire, pas même un titulaire d'un droit réel sur le logement. Et donc, on a affaire là à une propriété qui est détenue par une personne morale qui est la coopérative. Ce n'est pas, comme on entend parfois, une copropriété. Il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est cette personne morale qui est la coopérative. Ce n'est pas non plus une propriété collective, comme on l'entend aussi parfois indûment. Ce n'est pas une propriété collective. Alors, la coopérative est en propriété collective, mais pas le bien qu'elle aurait produit ou acheté. Pour autant, le coopérateur est propriétaire, mais de quoi il est propriétaire? De ses parts, de ses actions. C'est une propriété de nature mobilière qui, là, éventuellement, peut laisser de la place à une situation d'indivision. Si un coopérateur décède, il peut laisser plusieurs ayants droit en indivision par rapport à ses parts. Et donc, ça change évidemment beaucoup, ça change la donne. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de droit d'enregistrement à l'achat de parts. Il y en a évidemment à l'achat d'un logement par la coopérative, et on a appris lors d'un exposé précédent que la coopérative ne bénéficiait pas de l'abattement sur le droit d'enregistrement, mais ici, il n'y a pas de droit d'enregistrement puisque le coopérateur achète des parts. Autre avantage, il n'y a pas d'acte notarié. Par ailleurs, pas de saisie immobilière. Si le coopérateur a une dette personnelle, ce logement ne peut pas être saisi puisqu'il n'en est pas le propriétaire. En revanche, puisque le coopérateur n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, le coopérateur n'a pas accès au crédit hypothécaire qui, sauf rare exception, est attaché aux immeubles. Et par ailleurs, le coopérateur ne transmet pas son logement à ses héritiers, puisque ce n'est pas son logement, il est détenteur de parts. L'héritier héritera de la valeur associée aux parts, mais pas nécessairement du statut de coopérateur, lequel devra s'octroyer le cas échéant par l'Assemblée générale. Mais donc, voilà pour la nature un peu particulière du droit de propriété reconnu aux actionnaires. Et donc l'actionnaire, qu'a-t-il? Eh bien, avec ses parts, il a un droit de créance vis-à-vis de la coopérative qui lui permet, notamment en cas de sortie, en cas de démission, d'être remboursé
à la valeur nominale le cas échéant. Voilà pour la propriété. Alors maintenant, les droits d'occupation dans la coopérative, que peut-on en dire? Tout d'abord, c'est qu'il n'y a pas de corrélation automatique entre la souscription d'actions et le type de logement occupé ou ce logement-là. Et il n'y a pas non plus de corrélation entre cette souscription et la nature du droit d'occupation. Alors, on a parlé déjà plusieurs fois ce matin, occupation de type locatif, de type acquisitif, avec beaucoup de guillemets, mais la souscription d'actions en elle-même ne donne pas ce droit, en tout cas ne le précise pas, et donc il revient au statut ou le cas échéant au règlement d'ordre intérieur de définir le lien entre le coopérateur et un logement, pour autant qu'il y ait un lien. Et ce qui est sûr, c'est que ce lien, ce rapport ne va pas dépendre, par exemple, du nombre d'actions que le coopérateur aura achetées, ou ne va pas dépendre de l'importance de l'apport qu'il aurait fait. Ce sont les statuts et le règlement qui vont le déterminer. Donc, le Code des sociétés et des associations règle beaucoup de choses, le mode de constitution, le fonctionnement, mais ne règle pas l'aval, en quelque sorte, ne règle pas les prérogatives précises du titulaire d'action sur le logement. Alors, en pratique, puisque, je vous ai dit, ce sont les statuts qui vont, dans les faits, déterminer ce lien, dans les faits, qu'observe-t-on? Eh bien, une très grande diversité de situations. Quand Isabelle a pris son bâton de pèlerin et est allée visiter les différentes coopératives, eh bien, à chaque fois, c'était une nouvelle situation, une nouvelle case. Il n'y a, au fond, pas de situation identique. Alors, très, très largement, et vous verrez plus de détails dans le bouquin, très largement, on a, et je vais passer du plus exclusif individuel au moins exclusif individuel, mais dans la zone première coopérative, on a attaché à départ un logement particulier, déterminé, et on nous dit là de manière très claire que ces parts donnent un droit exclusif et privatif d'usage et de jouissance sur l'habitation déterminée. Dans une autre coopérative, on a plusieurs classes d'actions, on a vu que c'était possible, et bien la classe habitant, les parts associées à cette classe se réfèrent, par une petite lettre donnée, se réfèrent à des logements là aussi désignés, où chaque ménage va installer sa résidence principale et le règlement d'ordre intérieur octroie un droit d'usage exclusif sur les espaces privés. Dans une troisième coopérative, de nouveau pour les classes réservées aux habitants, eh bien là, très clairement, on crée un droit d'accès à un logement, à un loyer raisonnable et à la possibilité d'y demeurer, avec aussi une désignation du logement. Dans une quatrième coopérative, là, les statuts n'indiquent pas que la qualité d'actionnaire fait naître un droit à l'égard d'un logement, notamment parce que les habitants peuvent ne pas être actionnaires dans cette coopérative. Dans une cinquième coopérative, là, on n'a aucun droit individuel qui est conféré aux coopérateurs. Alors, le règlement d'ordre intérieur prévoit bien que tout coopérateur est d'office considéré comme un habitant, mais dans le même temps, ce droit d'habiter est défini comme un droit s'exprimant, je cite, dans des lieux collectifs et non pas dans un bien particulier. Dans un dernier type de coopérative, là, on n'a pas de classe spécifique pour les résidents, pas de classe d'action spécifique pour les habitants. On a des parts garantes, des parts de soutien, mais pas de parts spécifiques pour les habitants. Et donc, la question du droit d'habitation est même tout à fait absente des statuts, et donc tout ça se règle de manière assez informelle. Donc, le spectre est extrêmement large, on le voit. Ce qui m'amène à faire le départ entre deux grandes catégories de types d'occupation. Si, avec notre panel un petit peu limité, s'il faut tracer un peu à la serpe deux grandes catégories, ben, les voilà. D'abord, une occupation de type acquisitif, et là, vous avez compris, mettez beaucoup de guillemets à acquisitif, puisque l'actionnaire n'est pas propriétaire de son logement, il n'a pas de droit réel même dessus. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? Que même si les coopératives se présentent comme des alternatives à la propriété individuelle, malgré tout, dans ces coopératives-là, on tend un peu à se rapprocher de ce modèle propriétariste. Comment? Ben, je l'ai dit, en associant un logement déterminé à des actions. Et ça se trouve souvent dans des coopératives qui, par exemple, demandent un apport important ou qui
requiert du coopérateur qu'il accomplisse lui-même les travaux de rénovation et les finances. Alors, on a une occupation de ce type-là, mais qui va soulever au moins deux difficultés. La première, elle est d'ordre fiscal, c'est que dans ce cas-là, le coopérateur qui est quelque part administrateur de sa société qu'est la coopérative, ben, le coopérateur va recevoir un bien gratuitement s'il ne paye pas de loyer ou de redevance d'occupation, et cette jouissance gratuite d'un bien fourni par la coopérative pourra être vue par le fisc comme un avantage de toute nature qui sera imposé au titre de la rémunération des administrateurs. Et le second risque, on l'a un tout petit peu évoqué tantôt, c'est qu'au moment de la cession, je dis bien la cession et pas de la démission, la cession quand on vend ses parts à un tiers extérieur, eh bien alors le coopérateur considérera au fond que c'est son logement, puisqu'il aura fait des apports importants, il aura fait des travaux, et le coopérateur voudra obtenir un prix qui reflète à la fois la valeur intrinsèque du logement, la valeur intrinsèque au prix du marché, et reflète les investissements qu'il aurait réalisés. Donc il va demander un prix important, et si on est dans une coopérative avec remboursement à la valeur minimale et sans réévaluation des actifs, eh bien, le cessionnaire, celui qui va acheter les parts, va au fond acheter des parts à une valeur qui sera surélevée par rapport à celle qu'il obtiendra si lui démissionne, puisqu'il sera remboursé à la valeur nominale, et donc ça peut créer des désillusions. Alors peut-être qu'une solution pour sortir de ces difficultés, et en restant dans l'optique droit de type acquisitif, pourrait être le droit réel immobilier démembré, donc pas la propriété au sens strict. Et l'idée fait sens, hein, puisque si on est titulaire d'un droit réel, on peut alors accéder à un crédit hypothécaire et on a une stabilité d'occupation tout à fait garantie. Et les premiers droits réels qui viennent à l'esprit, c'est l'emphytéose et la superficie, notamment parce qu'ils procurent un droit de propriété plein, mais limité dans le temps. Et donc peut-être que ce sont ces droits-là qui doivent être instruits par priorité. Mais on peut se poser les questions. Est-ce que ces droits sont compatibles et avec le caractère collectif de la coopérative et avec sa nature intuitu personnée? Je m'explique, le caractère collectif, ben, on le sait, la coopérative est détenue en commun par les coopérateurs qui décident démocratiquement de sa gestion, etc. Alors que, tant pour le droit d'emphytéose et de superficie, le titulaire peut poser seul un grand nombre d'actes. Et donc ça s'accommode mal de cette nature un petit peu mutualiste. Par ailleurs, pour le caractère intuitu personné, alors la coopérative, certes, est une société ouverte. Hein, Caroline le disait, qui doit s'adresser à une communauté potentiellement illimitée, etc. Mais malgré tout, pour être coopérateur, il faut répondre à des conditions fixées par les statuts. Il faut être admis formellement par l'Assemblée générale, etc. Mais il faut savoir, par rapport à cela, que le droit de superficie et le droit d'emphytéose peuvent être cédés librement à n'importe qui, indépendamment d'une quelconque soumission à des statuts. Donc voilà, ça peut peut-être coincer pour ces deux droits réels démembrés là. Et donc, on s'interroge, il y a peut-être un autre droit réel qui pourrait faire office. Alors, et il est peu connu, celui-là, c'est peut-être le moins connu. Du reste, c'est plus complètement un droit réel autonome, c'est le droit d'habitation, qui est une variante du droit d'usufruit qui porte obligatoirement sur une habitation et qui est obligatoirement réservé à son titulaire ou à sa famille. Et donc, vous aurez fait le prolongement de vous-même, puisqu'il est obligatoirement réservé au titulaire. On ne peut pas le céder. On ne cède pas son droit d'habitation. Il est personnel, il est incessible, il est insaisissable. Par ailleurs, c'est du droit largement supplétif, et donc on peut modaliser. Les parties peuvent, presque à discrétion, elles peuvent modifier, arranger le contenu du droit en fonction de leur projet. Ceci étant, c'est un droit réel, lequel alors requiert, droit réel de type immobilier, donc il requiert transcription et donc acte notarié, mais au même titre d'ailleurs que le droit d'emphytéose ou le droit de superficie. Alors, deuxième type, grand type d'occupation, c'est l'occupation de type locatif. Et là aussi, il faut mettre des guillemets. Alors, ça pourrait susciter l'étonnement. Hein, pourquoi est-ce qu'un coopérateur serait, entre guillemets, simple locataire? Parce que quand même, le coopérateur, il a investi des fonds, il s'engage comme associé,
il a une responsabilité que n'a pas le locataire et donc il pourrait s'attendre à autre chose qu'un statut de locataire. Mais d'un autre côté, ce n'est pas si inorthodoxe que ça, cette qualité de locataire. Pourquoi? D'abord parce que c'est la coopérative qui est propriétaire et donc elle met le logement à disposition du coopérateur par le bail, qui est un peu le véhicule standard. Par ailleurs, le coopérateur est locataire et le locataire est coopérateur. C'est la double qualité. Et donc le locataire peut peser sur la détermination du bail qui va lui être soumis. Donc il n'est pas complètement assujetti à une volonté extérieure. Et troisième raison, le loyer. Le versement d'un loyer est un peu congruent avec l'esprit même d'une coopérative. Le loyer peut servir à financer des projets de la coopérative. Et donc, ça fait sens d'avoir un bail, mais dans la pratique, rares sont les coopératives, même de type locatif, qui recourent à un bail, le bail classique, bail de résidence principale. Pourquoi? Parce que la coopérative attend davantage de son coopérateur qu'un bailleur peut l'attendre de son locataire. La coopérative attend que l'actionnaire s'engage, participe au projet, etc. Par ailleurs, et plus fondamentalement encore, la coopérative veut garder la main, veut rester maître de la relation et, le cas échéant, mettre un terme à la relation locative en cas de manque d'adhésion du coopérateur au projet coopératif. Et donc, le bail est vu comme trop rigide par rapport à la coopérative qui requiert davantage de souplesse. Mais il n'empêche, le bail est parfois présent, même si c'est rare, mais dans la majorité des cas, au bail, on va plutôt préférer une convention ad hoc qui ne porte pas le nom de bail, où on va alors prendre un petit peu plus de liberté par rapport à la loi et on va offrir des protections aux coopérateurs moindres que celles que la loi offre aux locataires dans le cadre strict du bail, ce qui, évidemment, peut poser question. Parfois même, il n'y a pas de contrat du tout. On s'arrange, on est dans l'informel. Alors, pourquoi pas? Mais le bail est une législation de nature impérative qui s'applique en dépit de dispositions contractuelles contraires et qui s'applique a fortiori même en l'absence de contrat. Et il n'est pas exclu qu'un juge peut-être requalifie un jour une convention ou un accord informel en bail au sens strict. Et cette petite incertitude, voire ces entorses à la loi, peuvent alimenter l'idée pour les autorités de créer un ou plusieurs modèles types de contrats de type locatif dans une coopérative. On a bien des contrats types pour le bail, pourquoi pas un contrat type de bail dans le cadre de la coopération. Alors, dernier point sur l'occupation du logement par le coopérateur, l'expulsion. Alors, qu'y a-t-il à dire de neuf ici dans le cas de la coopérative? Parce que la coopérative détient un droit inaliénable, c'est-à-dire que les statuts ne peuvent pas lui retirer, un droit qui est imposé par la loi, droit d'exclure un coopérateur. Et dans une coopérative d'habitants, vous aurez compris l'enjeu est tout à fait exacerbé, c'est que l'exclusion d'un coopérateur va très vraisemblablement également signer l'exclusion de son logement, puisque le coopérateur dans une coopérative d'habitants est l'usager d'un logement. Alors, la coopérative peut l'exclure pour, je cite la loi, de justes motifs. Quelle est la raison d'être, la ratio legis de cette possibilité d'exclusion? C'est que dans une coopérative, c'est le projet qui prévaut sur les individus. Caroline l'a bien montré, la coopérative repose sur un besoin, un projet, une philosophie, et pour permettre à ce projet de se concrétiser, il est parfois nécessaire pour la coopérative de se défaire de membres qui ne présentent plus qu'une adhésion assez large, assez distante à ce projet, voire qui nuisent à ce projet. Ce n'est pas pour rien qu'on mobilise l'expression affectio societatis, l'amour presque de la société, et parfois se défaire d'un de ses membres, c'est le seul moyen pour éviter que la coopérative ne coule complètement et ne soit dissoute. Tout ça, c'est très bien en théorie, mais ça pose une série de difficultés. D'abord, ces justes motifs prévus par la loi sont très larges, ils ne sont pas définis par la loi. Par ailleurs, la loi prévoit que d'autres motifs peuvent être énoncés par les statuts.
Motif supplémentaire, alors ce qui est sûr, c'est qu'une faute n'est pas requise. On peut très bien être mis à la porte pour juste motif sans avoir commis une faute sur le plan juridique ou en tout cas sur le plan pénal. Donc c'est assez large. Deuxième difficulté, c'est la procédure d'exclusion qui est relativement peu contraignante. Alors, d'une part, c'est vrai, l'intéressé peut demander à être entendu, il peut faire valoir ses observations par écrit, mais il n'empêche malgré tout aucun quorum de présence n'est requis pour l'Assemblée générale lorsqu'elle prononce cette décision. Il n'y a pas non plus de majorité spéciale qui est obligatoire pour cette décision, laquelle décision peut même être déléguée par l'AG au conseil d'administration, et donc ça peut être vu comme manquant peut-être de garantie procédurale pour un enjeu aussi lourd que celui-là. Troisième difficulté, c'est évidemment le droit au logement. J'ai mis du preneur, le lapsus est révélateur, le droit au logement du coopérateur, donc c'est vraiment un coopérateur qu'il faut voir, sauf si on est dans un cadre strict de bail, mais le droit au logement est une prérogative d'ordre constitutionnel, vous le savez, et l'exclusion de la société qui emporte l'exclusion du logement va évidemment mettre à mal ce droit constitutionnel, ce d'autant plus si le coopérateur ne peut se voir reprocher aucun grief, par exemple en matière d'entretien du bien ou en matière de versement du loyer ou de la redevance. Il a été parfaitement irréprochable sur ce plan-là, mais que c'est vrai, à un moment donné, il s'éloigne du projet, ou il est en désaccord, où il y a une mésentente profonde, peut-être pas entre associés, ça, les inimitiés personnelles ne rentrent pas en ligne de compte, mais un désaccord par rapport au projet, à la philosophie, eh bien, il va être exclu, quand bien même ce serait le meilleur locataire. Ça pose évidemment question. Et je répète, en ce qui concerne le bail est de législation impérative et les parties ne peuvent pas, comme ça, décider qu'on va rajouter un motif de résiliation anticipée, par exemple la mésentente par rapport au développement de la coopérative, par rapport au projet. Ce type de motif ne figure pas, on s'en doute, dans la loi sur le bail. Alors évidemment, le coopérateur exclu n'est pas complètement sans ressources. Il peut demander de contester cette exclusion, mais la loi ne prévoit pas un recours interne, et donc il faut aller tout de suite devant un juge, et ce recours judiciaire sera généralement ex post, donc après l'exclusion, et donc quelque part le mal sera fait. En droit, on dit parfois que le préjudice est difficilement réparable. Surtout, la marge d'appréciation du juge sera circonscrite, c'est-à-dire limitée aux aspects légaux. Est-ce que toutes les procédures ont bien été respectées? Mais, et je cite ici un juge lui-même, le tribunal, je le cite, n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision d'exclusion. Son contrôle est marginal, dit le juge. C'est l'intérêt social de la coopérative qui doit primer. L'intervention du juge ne peut être qu'exceptionnelle. Et le juge de rappeler ce que je disais, que l'existence de juste motif d'exclusion ne suppose nullement l'existence d'une faute dans le chef de l'associé exclu, l'existence d'un désaccord profond qui rend toute collaboration ultérieure entre associés impossible, constitue à suffisance un juste motif d'exclusion. Et donc là aussi, ça pose question par rapport au droit au logement. Alors, en guise de conclusion, dire que vraiment, vous l'aurez compris, il ne faut pas comparer le statut de coopérateur à un statut de propriétaire, ça vous avez compris. À tout prendre, si vraiment la comparaison doit se faire, c'est plutôt alors à tout prendre vraiment avec la location qu'il faudrait sans doute le faire, mais par rapport à la location, on a ici évidemment des avantages intéressants, c'est davantage pérenne. Il y a un pouvoir de gestion du coopérateur, il n'est pas soumis à une volonté extérieure, il y a une décision collective, on récupère un capital à la sortie, et donc tout ça évidemment sont des éléments intéressants, mais de toute façon la comparaison n'a pas lieu d'être. La coopérative, c'est un instrument en soi. Alors c'est un petit peu bateau, hein, mais il faut dire que c'est vraiment une troisième voie entre la propriété et la location. C'est ni l'un ni l'autre, c'est un autre type de rapport à son logement auquel on n'est pas tout à fait rompu. Et donc on est vraiment à l'aube ici de changements législatifs qu'on appelle de nos voeux, pas pour remettre des normes. On voit bien les agriculteurs crèvent sous les normes, donc il ne s'agit pas de mettre de la norme pour les normes, mais en tout cas
Un tout petit peu de normand plus, ici, serait intéressant parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune loi spécifique sur la coopérative d'habitants et on voit que ça peut éventuellement susciter des dérives et surtout, ça ne constitue peut-être pas l'incitant suffisant pour lancer des projets de ce type-là et encourager des porteurs de projets à se lancer dans le bain. Je vous remercie pour votre attention.